Voilà. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, je vais commencer par, par me présenter, parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc, je m'appelle Gilles. Vous avez le nom à l'écran. Et alors, attendez, il y a de l'écho avec l'étage. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, donc je m'appelle Gilles, j'habite tout près du plateau de Saclay. Et donc, je fais de la course à pied. J'ai eu beaucoup d'occasions de me balader sur le plateau de Saclay et de courir le long de ces rigoles, dont j'ai appris il y a déjà un moment que ces rigoles étaient tricentenaires. Et ça m'avait un peu fasciné de voir que en fait, toute cette région, les étangs, les rigoles, des regards par-ci par-là, tout ça, ça a amené l'eau à Versailles. Et finalement, on voit souvent un petit peu par hasard des lieux un peu secrets, un petit peu insolites. Et je me suis passionné un petit peu pour tous ces lieux et c'est cette passion un petit peu que je vais essayer de vous faire partager. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va durer autour d'1 h 15. Donc, bon, j'espère que vous serez patient jusqu'au bout. Alors, donc voilà, la motivation, c'est ça, c'est en fait les balades, tout ce qu'on peut découvrir dans la région, des regards, des aqueducs, etc. Alors, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout conférencier pour le château de Versailles. Hein. Si vous voulez aller voir des conférences sur le château de Versailles, vous allez directement sur le site du château. Vous avez des très belles animations, des très beaux films. Et en fait, moi, je ne vais pas tellement vous parler du château de Versailles et des fontaines de Versailles, mais plutôt de ce qui a amené l'eau à Versailles. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est plutôt le terrain qui va nous intéresser. Alors, je vous montre là le château de Versailles avec le Grand Canal. Et donc, ce terrain, il s'étend donc ici, le château de Versailles, une boucle de la Seine. Donc, on va voir que vous savez tous que l'eau est remontée à Versailles depuis la machine de Marly. À l'autre bout, ici, vous avez les étangs de Hollande. On n'est pas très loin de Rambouillet. Et puis, vous avez ici les étangs de Saclay. Donc, voilà, tout ça, ça fait une diagonale d'à peu près 35 km. Et on va se balader un petit peu dans tous ces coins. Mais vous voyez que en fait, ce rectangle n'est qu'une partie de tout l'ensemble hydraulique, puisque en fait, les aqueducs les plus lointains partent en gros des sources de l'Eure. Et vous avez ici un aqueduc qui n'a jamais été terminé, on en parlera. Mais finalement, on a un ensemble beaucoup plus grand, mais on va se balader essentiellement dans cette région ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens du coin, donc j'espère que cette présentation va vous intéresser et que peut-être il y a des lieux à côté desquels vous passez et que vous ne connaissez pas. Alors évidemment, il faut quand même que je mette les choses en place. J'ai besoin de faire un historique, un petit historique. Hein. Donc tout ça part donc, du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV, qui naît en 1638. Et l'événement qui va initier toute cette histoire, c'est, vous avez tous entendu parler de l'invitation à Vaux-le-Vicomte par Fouquet, qui a, dit-on, humilié le roi et qui a décidé d'avoir des fontaines aussi luxueuses que celles de Vaux-le-Vicomte, mais à Versailles, parce que Versailles, c'était son terrain de chasse, c'était l'endroit où son père allait chasser et il voulait absolument s'installer à Versailles. Donc voilà, quelques années après l'invitation à Vaux-le-Vicomte, les premiers travaux, et vous voyez en fait, pendant 25 ans, on va faire des travaux gigantesques, alors, non seulement la construction du château, mais des constructions hydrauliques autour du château de Versailles. Alors j'ai appelé ça une pièce en 5 actes, parce qu'on va voir qu'il y a finalement 5 régions géographiques qui correspondent à 5 étapes aussi dans le calendrier. D'abord, on est tout près du château de Versailles, l'étang de Clagny.
la Bièvre, et puis on va s'éloigner progressivement avec des installations de plus en plus grandioses. Les étangs de Trappes-Saint-Quentin, qui vont être ensuite plus tard prolongés jusqu'à Rambouillet. On les appelle les étangs supérieurs parce que le plateau est un petit peu plus élevé que le plateau inférieur qui correspond aux étangs de Saclay. Le quatrième acte, c'est la machine de Marly et finalement le canal de l'Eure qui, on verra, ne sera jamais terminé. Donc voilà, tout ça s'étend sur à peu près 85 km sur une carte qu'on va détailler tout à l'heure, donc qui part en gros des sources de l'Eure jusqu'à la Seine. Donc l'histoire commence à Vaux-le-Vicomte avec Nicolas Fouquet qui était donc surintendant des finances. Et alors, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, donc juste un raccourci. Donc, il était surintendant des finances et il se servait bien au passage. Il était plus riche que le roi, il était très ambitieux. Voilà son emblème, l'écureuil, avec la devise « Quo non ascendet », jusqu'où ne montera-t-il pas. Et en fait, il est monté un petit peu trop haut et il s'est brûlé, pas les ailes, il s'est brûlé la queue, l'écureuil, puisqu'il a vraiment humilié le roi, et ça a été le début de la descente aux enfers pour Fouquet, qui était déjà préparé parce que Colbert avait tout un dossier sur Fouquet, et Fouquet a été arrêté un mois après et a été jugé. Donc son jugement a duré plusieurs années. Alors évidemment, ce n'était pas pour avoir humilié le roi, mais c'est pour ses malversations. Et le roi avait toute confiance en Colbert. En fait, le roi avait été... Colbert, c'était le gestionnaire de Mazarin. Et Mazarin, c'était le parrain du roi, du jeune Louis XIV, qui a en fait élevé Louis XIV à la chose politique. Et Louis XIV hésitait beaucoup entre Colbert et Fouquet comme intendant ou surintendant. Et quand Mazarin est mort quelques semaines avant le 17 août 1661, Mazarin, sur son lit de mort, dit au roi « Sire, je dois tout à votre majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. » Et Colbert et Louis XIV sont devenus très vite complices. Et donc, Louis XIV voulait la chute de Fouquet et Colbert l'a grandement aidé. Donc Fouquet a failli être condamné à mort, il a été condamné au bannissement et le roi a commué, enfin commué au sens positif, enfin négatif, il a commué le bannissement en prison à vie. Voilà. Donc on ne va plus entendre parler de Fouquet, on ne va plus entendre parler de l'écureuil et on va parler de la couleuvre qui était l'emblème de Colbert. Alors, ça décrit assez bien Colbert, qui était quelqu'un d'assez subtil, discret, froid par rapport à Fouquet, qui était beaucoup plus brillant. Et alors, l'emblème, ce n'est pas lui qui l'avait choisi. Hein. La couleuvre, c'est couloubert en latin, donc c'était l'emblème de sa famille. Donc voilà, on va passer donc au premier acte avec Colbert, qui va se charger de l'aménagement de Versailles. Alors pourquoi Versailles? C'était vraiment très mal choisi. Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, qui avait ses entrées à la cour sous Louis XIV et Louis XV, qui a écrit des mémoires sur toute la vie de la cour, dit que Versailles, c'était le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout est sable mouvant et marécage. Donc, ce n'était même pas une bonne idée d'y construire un château, et encore moins d'y amener de l'eau. Simplement, Louis XIV était attaché à cet endroit qui lui rappelait son enfance, et il voulait absolument construire à Versailles. Donc, il a amené les personnages importants qui avaient construit Vaux-le-Vicomte, donc Louis Levaux, l'architecte, Lebrun pour la peinture, et le nôtre, donc c'est plutôt le nôtre qui peut nous intéresser pour la conception des jardins et des fontaines, hein, donc la création des jardins à la française. Et bon, là, je vais passer vite là-dessus, hein, parce qu'il ne va pas falloir qu'on reste trop longtemps sur Versailles, mais ces grandes familles de fontainiers, donc la famille Francine, dont on reparlera peut-être, donc qui ont créé les premières pompes, les premiers châteaux d'eau. Alors, une petite anecdote là sur Denis Joly, qui s'était bien servi au passage. Il avait fait des fausses factures. Il avait surfacturé la fourniture de plomb qui servait à faire les joints entre les tuyaux de fonte.
Et donc, il a été renvoyé assez vite, mais il avait commencé à faire des travaux assez importants près du château. Donc voilà, on est en 1665. Et donc en 1665, on voit déjà un petit peu la structure donc, du château, des jardins et des bosquets, comme finalement on les voit quasiment maintenant, la pièce d'eau des Suisses qui n'a pas sa forme actuelle et le grand canal qui n'est pas encore creusé. Alors, où trouver l'eau? Il y avait tout près du château un vague étang, plutôt un marécage, qui s'appelle l'étang de Clagny, qui est à 20 mètres en dessous de la terrasse du château. Donc, il a fallu monter l'eau à partir de l'étang de Clagny pour l'amener à un premier jeu d'eau qui se trouvait dans ce qu'on appelle la grotte de Tétis. Alors, la grotte de Tétis, c'était donc une grotte dans laquelle l'eau coulait partout. C'était des choses qui étaient assez à la mode en particulier en Italie. Hein, il y a ces villas italiennes, Villa d'Este, Tivoli, etc., où on aimait bien faire ces jeux d'eau. Et en fait, les fontainiers, par exemple, la famille Francine venait d'Italie pour fabriquer ces jeux d'eau. Donc, on construit ici cette grotte de Tétis avec un premier réservoir, un château d'eau qui est juste au-dessus de la grotte. Et on construit ici des réservoirs dits réservoirs de glaise, qui ne sont pas les réservoirs actuels, mais si vous venez ici dans cette rue le long du château de Versailles, qui s'appelle la rue des réservoirs, on verra tout à l'heure, il y a des grands réservoirs qui servent encore actuellement. Alors, il fallait monter l'eau depuis 20 mètres en dessous de l'esplanade du château. Donc, on a commencé par construire une tour, donc la pompe Jolie. En fait, c'était des manèges à chevaux avec un mouvement donc, de rotation qui était transformé en mouvement alternatif de soupape, de piston et de soupape, qui remontait l'eau de l'étang, qui la montait jusqu'en haut de la tour et ensuite l'amenait à la grotte de Tétis. Et puis, il y avait ici aussi des moulins à vent, des moulins à godets, qui allaient plonger dans les nappes près de l'étang de Clagny et qui alimentaient aussi la grotte de Tétis. Donc, voilà un petit peu comment se passe le paysage local. Donc, 140 mètres, on va avoir souvent en tête ces altitudes. Hein, c'est l'altitude de la terrasse devant le parterre d'eau devant le château de Versailles. Et puis, ça descend en gradin jusqu'au Grand Canal. Donc, on a au début la grotte de Tétis, l'étang de Clagny, la tour d'eau. Alors, tout ça, c'est vraiment très limité. Et puis, alors, les trois moulins dont je vous ai parlé, et puis aussi un moulin de retour pour essayer de ramener l'eau qui est arrivée au Grand Canal. Alors maintenant, on fait beaucoup plus. C'est le même principe qui est utilisé maintenant. On a des circulations d'eau en circuit fermé, hein, mais évidemment, maintenant, on a des moteurs électriques pour faire remonter l'eau depuis le Grand Canal. Alors, les réservoirs importants dont on parlera, c'est les réservoirs de Montboron, qui sont au-dessus de la plateforme du château. Les réservoirs de Montboron récupéraient l'eau de la Seine, donc via la machine de Marly, et l'eau venant de Trappes-Saint-Quentin, Rambouillet. On a ici d'autres étangs qui s'appellent les réservoirs Gobert, qui sont tout près, on en parlera tout à l'heure, tout ça c'est tout près de la gare Versailles-Chantier, et ça récupère donc les eaux cette fois-ci, les eaux du plateau de Saclay. Vous voyez, tout ça se croise avec des contraintes qui sont liées évidemment aux altitudes dont on va parler. Et puis, sous le parterre du château, eh bien, on a aussi des réservoirs. Hein, ça a l'air tout neuf, ça a l'air tout moderne, c'est très, très bien entretenu. Et je voudrais dire, pour finir un petit peu le château, que sous le château, il y a quand même 35 km de canalisation et qui sont entretenus régulièrement. Donc, je sais plus, il y a une quinzaine de fontainiers qui, sur toute l'année, entretiennent cette alimentation en eau. Alors, par exemple, la magnifique fontaine de la Tonne qui a été refaite il y a quelques années, eh bien, il faut voir que ça, c'est la face visible. Et la face cachée est absolument extraordinaire. Vous avez en dessous ce qu'on appelle l'araignée, donc qui est complètement accessible en permanence, hein, et qui peut être entretenu en permanence. Alors, avec tout ça, on arrive à faire des premières grandes eaux à Versailles. Les grandes eaux, c'est toujours dans la grotte de Tétis. Et puis, tiens, on voit derrière ici, on voit les moulins et on voit la tour d'eau. Vous voyez mon curseur, j'espère. Sinon, quelqu'un va me le dire. Je n'ouvrais pas tous vos micros pour dire que vous voyez la tour d'eau, mais si vous ne la voyez pas, quelqu'un peut se manifester. Donc, j'en conclus que vous voyez mon curseur.
Alors, on commençait aussi à avoir des fontaines en face du château. Alors, c'était quand même euh, assez simplissime, assez simple, parce que le problème, c'est qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'eau. Hein. Et donc, bon, quand il fallait ouvrir les fontaines quand le roi arrivait, et puis dès qu'il avait le dos tourné, il fallait refermer les fontaines. Alors, ça faisait plaisir au roi, mais bon, il savait bien que c'était du bricolage et il en fallait beaucoup plus. Donc, il va en falloir beaucoup plus. Et Colbert va jouer un rôle important. Et pourtant, Colbert n'était pas du tout favorable à ça. En 1665, il écrit au roi avec des précautions et il dit « Votre Majesté retourne de Versailles. Je la supplie de me permettre de lui dire sur ce sujet 2 mots de réflexion que je fais souvent et qu'elle pardonnera, s'il lui plaît, à mon zèle. » Donc, il est très prudent. Et il dit « Quelle pitié que le plus grand roi et le plus vertueux de la véritable vertu qui fait les plus grands princes, mesuré à l'aune de Versailles, et toutefois, il a lieu de craindre ce malheur. » Colbert dit au roi, si vous voulez être un grand roi, il ne faut pas que vous soyez le roi des fontaines, c'est quand même ridicule. Pourtant, il ne convainc pas le roi et loin d'être disgracié par ses propos, il est promu à tous ses postes dans les années 60, contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la maison du roi, de la marine, il a fait beaucoup pour la marine, la construction de la marine française, et surintendant des bâtiments et manufactures du roi. Alors, comme il ne pouvait pas tout faire à la fois, il avait l'aide d'une personne aussi importante qui s'appelle Charles Perrault. Alors, vous connaissez Charles Perrault, hein, le petit poucet, barbe bleue, peau d'âne, etc. Alors, effectivement, Charles Perrault, c'est aussi l'auteur des Contes de la Merlois qu'il a écrit à sa retraite pour ses petits-enfants. Alors, ce n'est pas de ça qu'on va parler, on va parler de sa vie active. Et donc, on va passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est donc, là, on va prendre un petit peu de recul. Donc, vous avez le château de Versailles actuel, le Grand Canal, l'étang de Clagny qui n'existe plus. Hein, il a été comblé un siècle après les premières installations, la pièce d'eau des Suisses. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher de l'eau? Eh bien, on va chercher de l'eau pas trop loin. Ici, vous avez la Bièvre. Alors, vous êtes beaucoup des locaux ici, je pense, hein, donc vous reconnaissez. On ne voit pas son curseur. On ne voit pas le curseur? Si, si. Bon. Donc, je peux peut-être même faire encore mieux. Je vais vous mettre un pointeur laser. Voilà. Tac, vous voyez encore mieux là. Donc, vous voyez les étangs de la Jeunesse, hein, l'étang de la Jeunesse, l'étang du Val d'Or, Moulin à Renard. Et on va prendre l'eau de la Bièvre pour l'amener à Versailles. Le problème, non, ça, c'est pas terrible. En fait, je vais reprendre l'ancien curseur. Parce que, voilà. Alors, le problème, c'est que, voilà, c'est la différence d'altitude. Parce que la Bièvre, en gros, près de ses sources, c'est à 120 mètres. Au niveau de Buc, c'est à 100 mètres. Donc, vous voyez, c'est pas très haut. Et puis, en plus, il faut franchir la montagne. Ça s'appelait la montagne à l'époque, la montagne de Satori. On mettait un H. Et vous voyez que là, il faut passer à 177 mètres. Donc, il va falloir remonter l'eau de la Bièvre pour passer cette montagne. Alors, pour ça, on va créer des moulins. Ici, un moulin à eau, le moulin de Launay. Et ici, on va avoir des moulins à vent, tout près de l'étang du Val d'Or. Alors, je vous ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu les traces de tout ce qui a été créé, de trouver les traces actuelles de tout ce qui a été créé. Eh bien, vous voyez, si vous allez vous garer à l'étang du Val d'Or, je pense que beaucoup connaissent, il y a un parking ici, puis là, vous avez un tunnel, et puis vous allez vous promener jusqu'à Buc. Alors, si on prend une carte ancienne, puis que je trace la route ici de la minière, vous voyez la position des moulins à vent. Et en fait, ce moulin à vent ici se trouve ici. En fait, il existe encore. Et quand on se promène le long de ce chemin ici, si on fait attention, en fait, on ne fait pas attention parce que c'est peu visible et puis personne ne le sait, on trouve effectivement les vestiges d'un de ces moulins. C'est le seul vestige qui reste de cette traversée de la Bièvre vers Versailles. Voilà, alors ce n'est pas très impressionnant, mais c'est ce que je trouve un petit peu amusant de trouver ces lieux un petit peu cachés dans la région. Alors, vous voyez, Louis XIV, là au passage,
lettre à Colbert, mandez-moi le véritable état des moulins de la montagne et si je puis espérer en avoir de l'eau cet hiver. Vous voyez, en 1673, hein, en 10 ans, on n'a quand même pas encore fait grand-chose. Alors, voilà une vue de drone, de drone prise au XVIIe siècle. Je trouve cette vue de drone est magnifique. Voilà, Pierre Patel, où on voit donc la montagne de Satory d'un côté et la montagne de Rocancourt de l'autre côté. Évidemment, Versailles, c'est un plateau où il n'y a pas d'eau. Donc, c'était vraiment très mal choisi. Alors, je vais vous montrer maintenant une autre photo de drone, mais prise de l'autre côté, donc vers Versailles, et une photo de drone récente, pour vous montrer les arrivées d'eau, les étangs, enfin les étangs et les réservoirs. Donc, vous avez dans Versailles le réservoir de Montboron, je vous l'ai montré tout à l'heure déjà sur une carte. Là, on est en gros ici, vous avez le plateau de Saclay. Et puis, vous avez ici les réservoirs Gobert et de la gare des Chantiers, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Vous avez ici les réservoirs, des grands réservoirs donc, qui fonctionnent tout à fait. Et puis, vous avez aussi des réservoirs sous terre. Je vous ai montré ces réservoirs souterrains tout à l'heure. Alors, évidemment, ces réservoirs sous terre n'alimentent pas ces jets d'eau ici, mais alimentent les jets d'eau qui se trouvent plus bas, la fontaine de la Tonne, jusqu'en bas, vers la fontaine d'Apollon. Voilà, alors ça, c'est la fin de la période artisanale, très, très locale. Et maintenant, les choses vont prendre une autre dimension. D'abord, à cette époque, le pouvoir royal prend conscience des enjeux de la recherche scientifique. C'est une période de développement des sciences qui est très importante. Et en 1666, Colbert crée l'Académie royale des sciences. Il y en avait déjà en Europe. Il y avait, en 1660, il y avait la Royal Academy of Science. Et donc, l'idée, c'est de réunir les scientifiques pour des discussions informelles et aussi pour enseigner les sciences au roi. Alors, vous voyez cette première réunion, donc vous voyez Colbert, Charles Perrault, son frère Claude Perrault. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce lors de cette première séance, on a décidé la création de l'Observatoire royal, qui est l'Observatoire de Paris. Et les personnes importantes se trouvent ici. Donc, vous avez d'une part, alors importantes sur le plan scientifique, mais importantes parce qu'elles vont contribuer à la construction de cette hydraulique du château de Versailles. Alors, d'abord, Christian Huygens. Huygens était peut-être le plus grand scientifique de l'époque avec Newton. Il y a eu des débats très importants entre Newton et Huygens, en particulier sur la nature ondulatoire de la lumière. Et d'un point de vue beaucoup plus local, Huygens a été mis à contribution pour donner son avis sur l'aménagement des rigoles, des aqueducs de Versailles. Vous avez ici Jean-Dominique Cassini, qui est le premier des cartographes d'une grande famille de cartographes. Vous connaissez la carte de Cassini, qui a été en fait établie par son arrière-petit-fils. Donc, on a toute une dynastie. Et puis ici, Mariotte, dont je vais vous dire un petit mot. Et on va parler énormément de l'abbé Picard, qui était un astronome et qui a finalement été un élément très important pour une construction scientifique de cette hydraulique du château de Versailles. Alors, un petit mot sur Mariotte et un clin d'œil pour certains, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mariotte, peut-être ceux qui ont fait un peu de science se souviennent de la loi des gaz parfaits. Et donc, Mariotte s'intéressait d'une part à la nature des gaz, à la nature de l'air et au mouvement des eaux. C'était des travaux qu'on pourrait appeler maintenant des travaux fondamentaux. Et il faisait à la fois de la physique fondamentale et de la physique appliquée, vous voyez, de la conduite des eaux et de la résistance des tuyaux. Donc, il s'intéressait à la fabrication des jets d'eau des fontaines de Versailles. Donc, c'était la recherche à la fois fondamentale et appliquée, ce qui était fortement poussé par cette toute nouvelle Académie des sciences. Alors, on va commencer à parler de Picard, de l'abbé Picard. Alors, sa première contribution, alors on va voir que l'abbé Picard a fait une contribution importante pour niveler le terrain, c'est-à-dire connaître la hauteur des terrains pour savoir si on pouvait transporter de l'eau.
Alors, la première contribution, c'est quand il s'agit de construire le Grand Canal. Le sieur Joly, donc celui qui avait fait la pompe et qui avait été viré pour malversation, pensait qu'il y avait 10 pieds, c'est-à-dire au moins 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de dénivelé entre ce point-là et entre ce point-là et ce point-là. Alors, vous voyez que s'il fallait compenser ces 3 mètres de dénivelé pour faire ce grand canal, c'était des grands travaux. Et Picard a montré qu'en fait, il n'y avait pas 10 pieds, mais simplement 2 pieds, c'est-à-dire en gros 60 cm entre ce point-là et ce point-là. Ça veut dire qu'en gros, le terrain était plat et on pouvait creuser le grand canal dont on profite maintenant. Alors, la deuxième contribution de l'abbé Picard, elle est beaucoup plus importante. Vous avez là Pierre-Paul Riquet, qui était l'architecte du canal du Midi, qui relie donc l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc, la jonction, ça s'appelait la jonction des mers. Et donc, après ces travaux, Riquet avait un prestige vraiment très important. Et il pensait qu'il y avait un autre grand travail qui était possible, qui était d'amener l'eau de la Loire vers Versailles. Donc, un aqueduc de 140 km. On irait prendre la Loire ici près de Briare, et il pensait que le point ici était plus haut que Versailles, et on allait construire un aqueduc. Donc, il parle de ce projet à Colbert, et le projet était quasiment ficelé. Et la fin de l'histoire, elle est racontée par Charles Perrault dans ses mémoires, où il explique la contribution de l'abbé Picard. Donc, il écrit que le traité allait être signé lorsque, ayant parlé par hasard de cette proposition à monsieur l'abbé Picard de l'Académie des sciences, celui-ci me dit que la chose était impossible. Alors, Colbert est très ennuyé parce qu'il avait déjà promis ça au roi, et donc il essaye de convaincre l'abbé Picard qu'il s'est trompé. Donc, fâché de voir l'obstacle à la satisfaction qu'il espérait donner au roi, il poussa un peu l'abbé en lui disant qu'il devait prendre garde à ce qu'il avançait. Alors, on ne sait pas très bien comment convaincre Riquet de savoir s'il s'est trompé ou pas. Donc, il est convenu entre Colbert et Perrault que Perrault va convoquer Riquet, et puis que Picard passera là par hasard et puis expliquera que ce n'est pas possible. Donc voilà, un jour, Riquet vient voir Perrault, réunion de travail, il explique les détails de cet aqueduc. Et puis voilà, M. Picard passe dans le coin. Ah, bonjour M. Picard, très bien, venez voir, je vais vous présenter M. Riquet. Vous savez, M. Riquet, voilà ce qu'il veut faire. Il veut donc construire ce projet donc, extraordinaire, amener l'eau de la Loire à Versailles. Et là, Picard dit non, non, ça, c'est pas possible. Donc, Picard et Riquet commencent à discuter. Et donc, Charles Perrault explique qu'il se dit encore plusieurs choses où je vis que M. Riquet n'était pas bien sûr de son affaire. Et en fait, le projet a été abandonné tout simplement parce que la Loire était plus basse que Versailles, au moins une dizaine de mètres en dessous de Versailles. Et Perrault conclut en disant « Ce me fut un plaisir d'avoir aidé à détourner cette folle et malheureuse entreprise. » Effectivement, il y a eu quelques économies qui ont été faites grâce à Picard. Donc voilà une contribution plutôt négative que positive, mais une contribution importante de Picard. Alors on va passer maintenant, donc, on va s'éloigner de Versailles et on va passer à la construction des étangs supérieurs. Et je voudrais d'abord vous dire quelques mots encore sur l'abbé Picard, parce que c'est grâce à lui que les choses vont pouvoir se faire. L'abbé Picard, c'était donc un astronome et qui avait mis au point, qui utilisait la lunette astronomique de Galilée, qui avait été construite donc un demi-siècle avant. Galilée s'en est servi pour découvrir les satellites de Jupiter. Et voyant qu'il y avait des satellites qui tournaient autour d'une autre planète, il avait conclu que tout ne tournait pas autour de la Terre et que peut-être la Terre n'était pas le centre du monde. Donc cette observation à la lunette astronomique était vraiment importante. Et ce qu'a fait Picard, c'est transformer cette lunette astronomique tout simplement en une lunette de visée.
Alors, si on a une lunette de visée, avec sa lunette de visée, il a fabriqué deux instruments. Un premier, c'est un instrument pour mesurer les angles. Vous voyez, vous avez la lunette ici, et puis on va mesurer, on va déplacer la lunette ici sur ce quart de cercle, et on va pouvoir mesurer des angles. Donc c'est tout bête, hein, sauf qu'au lieu de le faire comme vous le faites devant votre boussole et avec vos yeux, ben on le fait avec une lunette de visée. Et si on mesure des angles, on sait mesurer des distances. Et donc ça, c'était quelque chose de très important à l'époque. C'est que alors voilà, en fait, donc l'abbé Picard s'est servi de cette méthode pour mesurer la distance entre deux points proches de Paris et d'Amiens. Et l'idée, c'est de mesurer ici, c'est de faire de la triangulation, c'est de relever des points particuliers, alors très visibles d'un point à un autre, typiquement des églises ou des petites collines. Et si vous connaissez tous ces angles, donc on mesure avec cet outil-là, pour mesurer cette distance entre Paris et Amiens, il suffit de connaître ce qu'on appelle la base d'un triangle, donc une distance beaucoup plus courte à mesurer. Et ensuite, d'angle en angle, on arrive à en déduire toutes ces distances et à mesurer la distance entre Paris et Amiens. Ça s'appelle la triangulation. Et l'idée ensuite, c'était que si on connaît la distance entre Paris et Amiens, si on connaît la distance entre Paris et Amiens, il suffit ensuite de repérer avec les étoiles la distance angulaire entre Paris et Amiens. Donc, si cette distance correspond à cet angle, eh bien, le tour de la Terre correspond à 360 degrés. Donc, on fait une règle de 3 et on a le périmètre de la Terre. Alors, évidemment, à l'époque, le périmètre de la Terre, c'était en toise, hein, mais mesuré, ramené dans les unités actuelles, c'était très proche des 40 000 km. Et en fait, cette méthode a été utilisée un siècle plus tard, en fait, pour définir le mètre, c'est-à-dire faire exactement l'inverse, définir le mètre comme la 40 millionième partie du périmètre de la Terre. Donc, c'était une méthode vraiment simple dans son principe, mais révolutionnaire par la précision utilisée. Et donc, en hommage à cet astronome, on a donné à un cratère de la Lune le nom de cratère Picard. L'autre contribution importante, c'est rien d'autre finalement qu'un niveau à bulles. Pour mesurer l'horizontale, alors pour avoir l'horizontale, il faut d'abord avoir la verticale. Donc là, on a ici un fil à plomb. Et puis, il faut que la verticale soit bien perpendiculaire à l'horizontale. Donc, quelque chose de très simple. Mais vous avez ici une lunette de visée qui vous permet de mesurer l'horizontale entre deux points. Et si vous avez l'horizontale entre deux points, eh bien, en mesurant la hauteur de cette canne ici et puis la hauteur de ce bâton ici, vous en déduisez la différence entre les deux hauteurs. Donc, en allant point par point, comme ça, eh bien, on peut mesurer des différences de hauteur. Ça s'appelle le nivellement. Je reviens en arrière. Et cette méthode était précise de l'ordre de 1 cm par kilomètre, ce qui était finalement presque trop pour faire couler l'eau dans les aqueducs, parce que là, c'est presque horizontal. Donc, typiquement, dans les aqueducs autour de Versailles, on a des pentes qui sont d'une vingtaine à une cinquantaine de centimètres par kilomètre. Mais voilà un instrument extrêmement simple, mais précis, qui est encore utilisé de nos jours. Quand vous voyez les gens des travaux publics mesurer vos rues, c'est exactement le même principe. Voilà, donc avec cette méthode, l'abbé Picard, qui s'était promené dans la région, avait trouvé que les étangs de Trappes et de Bois d'Arcy, les plaines de Trappes et de Bois d'Arcy, il n'y avait pas encore d'étangs, sont plus hautes de 5 mètres que le haut du réservoir de Tétis. Donc, il avait aussi l'aide, j'y pense ici, d'un physicien danois qui s'appelle Rømer, qui a été le premier à estimer la vitesse de la lumière, qui s'est promené aussi autour des étangs de Trappes, Saint-Quentin, etc. Et donc, vous voyez, je vous ai parlé de Huygens, de Rømer, de Cassini, qui étaient tous membres de l'Académie des sciences, qui était à l'époque déjà une académie européenne. La science était déjà largement internationale. Alors, on arrive donc, on reprend cette vieille carte avec donc le château, le Grand Canal, là, ici, la Bièvre, le plateau de la plaine de Satory. Et donc, en fait, on va creuser ici l'étang actuel de Trappes-Saint-Quentin et deux étangs qui s'appellent
le bois Robert et l'étang de bois d'Arcy, avec un canal qui est un aqueduc ici, qui est largement en souterrain, qui va amener l'eau sur la butte de Montboron dans Versailles. Alors voilà un tracé plus moderne. Donc cet aqueduc existe encore. En fait, il fonctionnait jusque dans les années 70. Il a été détruit ici quand on a fondé la nouvelle ville de Saint-Quentin. Aussi, là, vous avez le centre Challenger là, de Francis Bouygues. Donc, cette partie est largement dégradée. Par contre, cette partie-là est tout à fait en bon état et je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut s'y promener. Donc, on est là au-dessus des étangs de la Jeunesse, hein, au-dessus de la Bièvre, sur une zone là, qui est parfaitement plate en bordure de l'étang de Satory, de la montagne de Satory, du plateau de Satory. Alors, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment les traces disparaissent. Donc, vous voyez une carte qui, alors là, celle-là, elle doit être du 18 ou 19e. Donc, l'étang de Trappes, lui, il ne va pas bouger. C'est l'étang, la base de loisirs de Saint-Quentin. Mais ces deux étangs-là ont été asséchés voilà, en 1807. Et je trouve que c'est toujours intéressant de regarder sur une carte qu'est-ce qui reste. Alors, on voit l'évolution ici. Vous avez une carte IGN de 1950 où on voit encore, vous voyez, ça ressemble un petit peu ici, on devine l'étang de bois Robert et l'étang de bois d'Arcy. On voit encore bien les traces. Par contre, si vous regardez donc maintenant, 70 ans plus tard, la carte actuelle, le bois Robert, c'est très, très difficile à deviner. Et puis là, vous avez un échangeur, il n'y a quasiment plus rien. Donc, tout ça a disparu. Et bon, on peut encore chercher des traces. Et c'est le sujet de promenade pas désagréable. Voilà, donc par contre, ce qui reste, c'est cette zone ici. On parlera de celle-là tout à l'heure, c'est ce qui vient de Buc, de l'aqueduc de Buc. Et donc, dans cette région ici, bien, vous avez encore des traces nettement visibles. Vous avez des regards. Moi, je me suis amusé à repérer des regards ici de ces aqueducs souterrains. Voilà, c'est une occupation comme une autre, mais je trouve que c'est assez fascinant. Et je vais vous montrer un petit peu que quand on cherche un peu, on trouve des traces partout. Voilà. Alors voilà, quand on se balade ici, dans cette région, de temps en temps, on trouve un trou, une borne. Bon, on essaie de ne pas faire les imbéciles, de ne pas aller trop loin, mais vous voyez qu'il y a des traces en très bon état. Alors voilà comment on cherche des regards. Alors des fois, ce n'est pas très visible. Vous voyez, il y a de la mousse, des feuilles. Alors il faut creuser un peu, chercher un peu. Voilà, alors maintenant, je me balade avec ces outils-là. Ça, c'est pour essayer d'ouvrir le regard, et ça, c'est pour gratter un petit peu. Voilà, il y a des bornes qui souvent signalent un regard pas trop loin. Et puis, vous voyez, des fois, c'est caché dans les feuilles. Alors, celui-ci a acquis une certaine célébrité récente auprès d'un petit club d'amis sportifs. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, voilà comment on cherche des regards. Alors, je vais vous montrer un petit film. Je me suis baladé un jour ici, là. Donc, ça, c'est au-dessus des étangs de la Jeunesse. C'est en bordure du plateau de Satory. Et donc, voilà, on imagine qu'ici, il y a peut-être que l'aqueduc, s'il y a un aqueduc qui doit passer ici, sur cette partie plate, voilà, alors, je tremble un peu, là, j'étais tout excité, là. Donc, vous voyez, je me suis bien amusé. Ici, vous avez entendu ce bruit caverneux donc, qui signale qu'effectivement, on avait trouvé un regard. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, quand j'étais ici, il y a quelqu'un qui est passé qui m'a demandé qu'est-ce que vous faites, qui ne savait pas. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît, les nouveaux. Qui m'a demandé ce que je faisais, qui n'avait aucune idée, qui ne savait pas du tout qu'en fait, il se promenait sur un aqueduc qui amenait l'eau à Saclay.
Donc, j'aime bien quand je me balade expliquer aux gens qu'ils marchent sur les restes des aqueducs de Louis XIV. Alors, on va changer de région un petit peu. On va passer au nord maintenant et on va parler un petit peu de cette fameuse machine de Marly. Alors, je vais en parler assez rapidement parce que d'abord, je ne suis pas suffisamment compétent. C'était un système extrêmement compliqué. On pourrait parler que de ça. Mais il faut quand même être complet sur toutes ces installations. Donc, on se trouve maintenant au nord du château de Versailles, l'étang de Clagny, voilà. Et on a une réserve d'eau, évidemment, intarissable ici, la Seine. Mais le problème, c'est qu'elle est à 25 mètres et la terrasse du château est à 140 mètres. Avec, entre les deux, la montagne de Rocancourt et de Louvciennes, voilà, je cherchais le mot, et donc il va falloir monter l'eau ici de 150 mètres. Alors, pour ça, il a été fabriqué cette énorme machine, donc par ces deux personnes, Arnold Deville et Requin Soilem, dont les contributions ont été très disputées par eux-mêmes et par leurs successeurs, leurs descendants. Si j'ai bien compris, lui, c'était plutôt l'architecte et les relations publiques, et Soilem, c'était l'ingénieur. Et en fait, donc, cette machine était absolument gigantesque. Bon, je ne vais pas détailler tous les matériaux et les ouvriers pendant 7 ans pour construire cette machine. Mais donc, vous voyez, l'eau part de 25 mètres, monte jusqu'à ce plateau ici et encore un petit peu plus haut sur cet aqueduc pour amener l'eau dans les jardins de Marly. Alors, Marly, c'était un château qui n'existe plus maintenant, hein, qui était sur le plateau de Marly. Et il fallait d'abord alimenter les eaux de ce château, où Louis XIV aimait bien venir aussi, et donc alimenter Marly et Versailles. Alors, je dois dire que finalement, la remarque de Colbert, qui disait au roi que tout ça c'était futile et que ce n'est pas à ça qu'on mesure la grandeur d'un roi, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que cette machine de Marly a eu un impact vraiment international et finalement c'était peut-être pas plus mal de construire cette machine que de faire des guerres. Alors, Louis XIV, il a fait les deux. Mais Diderot disait que cette machine immense qui frappe d'étonnement tous ceux qui la voient par l'énormité de sa construction est une grande chose qui fera toujours un honneur infini à son inventeur malgré ses défauts. Alors effectivement, ça n'était pas très facile à faire marcher. Louis XIV est venu la voir, il a vu Monsieur Soilem et on dit qu'il lui a demandé comment êtes-vous parvenu à une telle chose, et Soilem répond en réfléchissant, sire. Voilà, en réfléchissant, il avait quand même monté tout ça. Alors grosso modo, hein, ce qu'il fallait, c'était des roues qui étaient actionnées des roues à aubes actionnées par la Seine, et il fallait transformer le mouvement de rotation en mouvement alternatif, de translation alternatif, avec des bielles et des manivelles. Et vous avez là un système donc alternatif de pompes et de soupapes et de pistons qui permettait de faire monter l'eau. Et on ne pouvait pas faire ça en une fois, donc il fallait faire monter l'eau jusqu'à un premier puisard. Et puis ici, à ce premier puisard, avec des pompes et des soupapes, on recommençait. Mais pour faire marcher les soupapes, il fallait l'énergie provenant des roues à aubes. Donc, il y avait tout un système de tringlerie pour faire marcher les soupapes ici, et puis on recommence encore une fois. Donc, voilà, c'était vraiment gigantesque. Alors, c'est pareil ici, c'est un lieu de promenade assez agréable. Évidemment, cet aqueduc de Louvciennes, il existe encore. On y a fait des balades. Là, vous voyez cette tour ici, à l'intérieur de laquelle il y avait des tuyauteries qui remontaient l'eau jusqu'en haut de l'aqueduc. Et tout ça a fonctionné jusqu'en 1817, donc pendant plus de 100 ans. Avec, je dirais tant bien que mal, parce qu'il y avait des problèmes d'étanchéité, de tringlerie et tout. Mais donc, voilà ce qui existe encore maintenant. Ce qui existait au début du XXe siècle, qui a été peint par Sisley, ce n'est pas la machine de Marly, c'était une deuxième machine de Marly qui avait été reconstruite dans les années 1850 et qui a fonctionné jusqu'en 1963.
Et je me demande si ce n'est pas de ça que date ma passion pour cette hydraulique du château de Versailles, parce que moi, je l'ai vue, j'avais 8 ans, en 1963, je l'ai vue avant qu'elle soit détruite, et voilà ce qui reste maintenant, c'est simplement ce petit bâtiment en briques. Alors, la deuxième machine de Marly était plus simple, parce que, bon, vous aviez aussi ces roues à aubes, mais l'eau était remontée à l'aide de machines modernes à vapeur. Voilà, donc j'arrête avec la machine de Marly. Et on va revenir donc au sud, hein, dans nos régions. Et donc la suite de l'abbé Picard, en fait, qui donc s'était occupé des étangs de Trappes Saint-Quentin. Picard disparaît vers les années 80 et donc est remplacé par un autre ingénieur qui s'appelle Thomas Gobert. Et lui va s'occuper de niveler le plateau de Saclay. Donc vous avez ici les étangs de Saclay, qui sont un petit peu plus hauts que le château de Versailles, donc c'est bon. On les appelle inférieurs parce qu'ils sont un petit peu plus bas que les étangs de Saint-Quentin. Et voilà, en fait, l'idée, ça va être d'irriguer, de remplir ces deux étangs de Saclay par des rigoles qui font tout le tour de ce plateau de Saclay. Et d'autres petits bassins, beaucoup ont disparu. Par exemple, celui-là, je crois, Villeroy, je crois qu'il n'a jamais existé. Ici, c'est l'étang des Biches qui est au bout du CEA, hein, tout près de Villiers-le-Bac. Et vous voyez tout cet ensemble donc, de tous ces étangs et de toutes ces rigoles. En particulier, une rigole ici qui s'appelle la rigole de Guyancourt, qui amenait le trop-plein des étangs de Hollande vers les étangs de Saclay, hein, de 160 vers 150. Et bon, bah, ils existent encore intégralement. On peut se balader le long de cette rigole de Guyancourt. Alors ici, c'est assez urbain. Mais ici, par exemple, vous avez la rigole du Manet, l'étang du Manet, et tout ça, ça passait dans le Montigny actuel et ça sortait après par le Toussul-Noble, etc. Donc voilà les étangs de Saclay, avec cette partie. On voit bien qu'on a un plateau ici, où donc, vous avez sur les bords de plateau toutes ces rigoles qui existent encore actuellement. Ceux qui ont fait le tour du plateau de Saclay en vélo, par exemple, on avait une balade le long de ces rigoles qui était magnifique. Donc voilà un plan de toutes ces rigoles. C'est plus ou moins impressionnant. Vous voyez là, par exemple, vous avez un chemin où on devine une rigole. C'est vraiment, si on ne cherche pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, il y a des balades maintenant vers les rigoles de Favreuse, Corbeville, etc., qui vont être très intéressantes dans le mois ou les 2 mois à venir, hein, si vous n'êtes pas trop confinés. Là, vous avez une végétation qui est très intéressante. Il y a des iris qui poussent là-dedans. C'est magnifique. Et puis, on peut toujours s'amuser à chercher des petits restes. Voilà, ici, une borne à moitié enterrée. Il n'y a pas très longtemps, je me suis baladé entre le CEA et les étangs de Saclay sur cet aqueduc des mineurs ici. C'est marqué terrain militaire, alors je ne sais pas, j'ai vu personne. Mais voilà, c'était le printemps, il faisait beau et on voyait, voilà, là je suis tombé sur un regard en pierre. Voilà. Et donc, alors cet étang de Saclay, il est aussi très réputé pour l'ornithologie, les animaux sauvages. Il y a une association qui s'appelle l'Association de défense des étangs et des rigoles du plateau de Saclay, qui est active sur ce côté nature. Bon, voilà, c'est des balades très, très intéressantes. Alors, vous avez un petit peu plus loin la ligne des Puits, et puis on va arriver bientôt à Buc. Et donc, quand on se balade, par exemple, sur cette ligne des Puits, on s'est promené l'année dernière, juste après la sortie du premier confinement. On ne voyait rien, il y avait des ronces partout. On a vu vaguement qu'ici, il y avait un regard en creusant un petit peu. Et on a refait la même balade récemment. Il n'y a plus les ronces, les regards ont été dégagés. Et voilà, donc vous avez donc là des regards authentiques, on va dire, en pierre. Alors typiquement, hein, c'est impossible à soulever, hein, c'est 10 à 15 cm d'épaisseur. Et puis, quand ils s'abîmaient, on les a progressivement remplacés par de la fonte ou du fer. Alors, quand on sort du plateau de Saclay, on est à 150 mètres, c'est parfait pour arriver à Versailles, sauf qu'il faut traverser la Bièvre. Et donc là, il y a un dénivelé de, en gros, une quarantaine de mètres à franchir. Donc, l'idée, évidemment, immédiate, c'est d'abord d'essayer de faire un siphon. Donc, c'est ce qu'a fait Gobert. Il a fait déposer 2 conduites de fer
qui prenait l'eau de ce regard ici en amont, la conduisait dans le fond de Buc et la reportait de l'autre côté de la montagne. Le problème, c'est que 45 mètres, ça commence à faire une hauteur assez importante. Et donc, cette hauteur d'eau, c'est équivalent à une colonne de 45 mètres que vous avez au-dessus de la vallée. Hein. Et vous savez que quand vous plongez, hein, au bout de 10 mètres, vous commencez à sentir la pression. 10 mètres, c'est équivalent à une pression atmosphérique. Donc, 45 mètres, c'est un peu plus de 4 fois la pression atmosphérique. Et cette pression était trop importante pour la solidité des tuyaux. Alors, les tuyaux, ils étaient en fer ou en fonte, donc ça, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était les liaisons, les joints entre ces tuyaux qui étaient soit en cuir, des joints en cuir, des rondelles en cuir ou en plomb. Mais tout ça ne tenait pas bien et finalement, c'est pour ça qu'on est obligé de faire un aqueduc. C'est pour ça que les Romains faisaient des aqueducs, c'est qu'on avait du mal avec les siphons. Donc, on va remplacer le siphon par un aqueduc et Gobert est tout aussi content et argumente qu'on n'a pas besoin de fer, de cuivre, de plomb et que ça va durer autant que le monde dont la magnificence marquerait à la postérité, autant qu'aucun autre édifice, la grandeur du règne du roi. Donc voilà, il y a encore, comme c'est un édifice qui ressemble aux édifices romains, il y a de quoi satisfaire le roi. Alors donc, je pense que beaucoup dans la région connaissent ce qu'on appelle les arcades de Buc. Alors vous pensez peut-être que c'est un aqueduc à un étage, en fait c'est un aqueduc à 2 étages, et le premier étage a été recouvert de terre pour le renforcer. Mais si on compare au pont du Gard, vous voyez que c'est des dimensions pas du tout négligeables. Et effectivement, Louis XIV pouvait se comparer aux Romains. Voilà donc les arcades telles qu'on les voit maintenant, donc typiquement à peu près la même hauteur que le pont du Gard. Alors là, un petit clin d'œil à Edgar P. Jacob, SOS Météore, Black et Mortimer. Hein. Jacob s'est baladé dans la région et vous trouvez dans ce numéro de SOS Météore, vous trouvez une bonne description de la région, les étangs de la Geneste, les arcades de Buc, etc. Voilà, en coupe, vous voyez donc que le premier étage a été renforcé par une digue de terre et évidemment, il fallait que la Bièvre puisse passer à travers cette levée de terre. Donc, il y a ici un passage qui est très apprécié par les randonneurs et les sportifs que je salue tous maintenant. Donc, voilà pour les arcades de Buc. Voilà comme ce qu'on voit un petit peu si on voit les choses d'un petit peu plus haut en drone. Merci Olivier pour les photos et le petit film que je vais vous montrer. Hein. Donc, là, on voit. Alors, pourquoi je vais vous montrer ce petit film? Donc, on va voir ici, donc, on va survoler l'aqueduc en enfilade. Alors, l'intérêt de cette vue ici, c'est que vous voyez qu'ici, on est donc en gros à 145 mètres. Et puis, il faut arriver à Versailles, qui est aussi à 140 mètres. Le problème, c'est qu'on a tout ça ici. On a un plateau qui est en gros à une vingtaine de mètres, un petit peu trop haut. Donc, ça veut dire qu'après cet aqueduc aérien, il va falloir faire des aqueducs souterrains. Je passe maintenant à l'acte 4. Je reviens aux étangs supérieurs. Donc, on en était à Saint-Quentin et Trappes. On change de génération. Colbert meurt en 1683. Il est remplacé par Louvois. Alors, une petite anecdote, c'est que l'Académie des sciences de Colbert change un petit peu d'esprit. C'est-à-dire que pour Louvois, l'Académie ne doit pas s'attacher à une vaine curiosité, aux amusements de l'esprit. Elle doit se consacrer aux recherches utiles, c'est-à-dire à celles qui peuvent avoir rapport au service du roi et de l'État. Je trouve que cette phrase elle est intéressante parce qu'on pourrait l'entendre encore maintenant. C'est tout le problème de à quoi sert la recherche fondamentale par rapport à la recherche appliquée. Tout ça, ce n'est pas nouveau. Donc, des nouveaux personnages, l'architecte, Vauban, j'aimerais bien en parler, mais je n'aurai pas le temps d'en parler trop longtemps. Et donc, on revient à l'existant. Donc, l'existant, c'est Trappes, Saint-Quentin, les 2 étangs disparus et les étangs de Saclay. Donc, l'idée, c'est de partir plus loin, là, et d'aller ici construire un aqueduc
qui part quasiment de Rambouillet, de l'étang de la Tour, et qui va aller sur les 35 km entre Rambouillet et Versailles. Je crois qu'il y a une dizaine de kilomètres en souterrain. Et qui va aller donc récupérer les eaux des différents étangs jusqu'à rejoindre l'existant à Saint-Quentin. Alors, ce réseau ici s'appelle le Grand Lit de Rivière et il est quasiment visible partout. Alors, quand c'est aérien, évidemment, on peut aussi s'amuser à chercher des regards. Et il y a une très belle balade en VTT que je conseille. J'ai les traces GPX, je peux les donner à tout le monde. Vous voyez, en rouge, c'est le lac Duc et en jaune, c'est la trace VTT. Donc, on longe quasiment en permanence. Même quand on traverse Trappes et Montigny, on arrive à longer à peu près tout le temps le Grand Lit de Rivière. Alors, évidemment, bon, je vais passer vite là-dessus, mais rien n'a changé depuis le XVIIe et XVIIIe siècle. On a des très belles cartes de ces étangs qui nous montrent exactement maintenant où se trouvent les canalisations. Rien n'a changé. Alors, quelques photos touristiques. Donc, on part de l'étang de la Tour. Ensuite, on va suivre l'aqueduc de Vieille-Église, qui est parfois en aérien, parfois en souterrain. Donc, c'est une belle balade à faire à vélo, par exemple. Voilà l'aqueduc de Vieille-Église. Il y a un certain nombre de choses quand même très, très curieuses et absolument extraordinaires. Vous voyez, le Grand Lit de Rivière, donc c'est le tracé rouge, il part de l'étang de la Tour, 167, et il va continuer ici. Vous voyez qu'ici, on est encore à 166, et les étangs sont plus hauts que ce Grand Lit de Rivière. C'est qu'à chaque fois, on va vider un étang, avec des vannes évidemment, sur le Grand Lit de Rivière. Ces étangs eux-mêmes sont nourris par des rigoles. Évidemment, les rigoles doivent être à la hauteur des étangs, ou au moins un peu plus haut. Donc, cette rigole ici, par exemple, la rigole de Coupe-Gorge, elle doit être à 174 mètres pour arriver à l'étang du Perret, qui est à 172 mètres. Et les contraintes de terrain font qu'elle doit suivre ce parcours. Mais en suivant ce parcours, eh ben, elle va croiser le Grand Lit de Rivière. Mais elle va le croiser, mais pas au même niveau. Parce que le Grand Lit de Rivière, il est à 167 et la rigole, elle est à 174. Donc, on va faire des croisements à différentes hauteurs. Alors ça, c'est parfaitement décrit sur les cartes dont je vous ai parlé. Par exemple, ce croisement ici, c'est la rigole de Coupe-Gorge passant par-dessus le grand aqueduc du Perret. Le grand aqueduc du Perret, c'est le Grand Lit de Rivière. Donc, ce point-là, c'est celui-là. Et puis, à la sortie, ici, vous voyez que vous avez encore un croisement qui est indiqué ici. Et puis, ça va recommencer ici. Alors, si vous vous baladez le long du Grand Lit de Rivière, vous verrez que tout ça, c'est expliqué. On vous montre comment les rigoles sont au-dessus du Grand Lit de Rivière qui, lui, est en souterrain. Voilà. Alors, on va continuer ici. On va arriver aux étangs de Hollande. Alors, je finis d'abord avec l'étang du Perret. Voilà, ça, c'est au printemps. C'est très, très bucolique. Donc, évidemment, le Grand Lit de Rivière se trouve en dessous de l'étang. Et quand on fait un lâcher d'eau, alors il fallait une forme assez particulière pour optimiser le passage de l'eau sans faire trop d'éclaboussures. Donc cette partie-là, ça s'appelle un haricot, et donc qui récupérait les lâchers d'eau. Donc voilà, l'étang du Perret. Ensuite, donc après l'étang du Perret, vous allez avoir donc l'aqueduc de Vieille-Église qui va aller près des étangs de Hollande. Le premier s'appelle Saint-Hubert. Et puis là, on va avoir la même chose. On va avoir un haricot. Voilà donc le haricot. Donc l'aqueduc, le Grand Lit de Rivière continue. Lui, il repart comme ça. Hop, pardon. Le trop-plein part, c'est le rue des Vaux, part vers les Vaux de Cernay. Et quand on fait un lâcher d'eau, on a aussi un étang de pêche pour ramasser les poissons et avoir un étang pour pêcher. Donc voilà encore, donc, là c'est les étangs de Hollande. Et puis encore, c'est ce Grand Lit de Rivière ici, là, voilà, c'est très calme. Le haricot de l'étang de Saint-Hubert. Alors, si vous y allez au printemps, au lever de soleil, vous avez une lumière vraiment magnifique. Vous voyez que tout ça est en excellent état. Alors là, c'est en moins bon état, mais ça, c'est le rue des Vaux. C'est le trop-plein qui part vers les Vaux de Cernay. Voilà l'étang de pêche. Et alors, je vais vous montrer ici quelques photos en amont
des étangs de Hollande et en aval des étangs de Hollande, donc l'aqueduc de Vieille-Église et l'aqueduc de l'Artoir. Donc voilà, des fois c'est à l'air libre, des fois il faut faire passer un petit souterrain, c'est pas très long, c'est amusant comme tout. En aval, c'est du sérieux, beaucoup plus. Vous avez un aqueduc de grande taille, hein, vous voyez, de 2 km de long. Alors, on a des amis aventuriers qui l'ont traversé. Vous avez aussi des belles images sur Internet. Voilà. Et donc, c'est vraiment très impressionnant. Moi, je n'aurais jamais osé. Je suis pourtant fasciné par ça, mais il faudra peut-être que ses amis m'y emmènent. Mais bon, j'hésite encore. Et vous voyez ici un regard, hein, donc voilà le regard, si vous regardez vers le haut, vous voyez comme c'est en bon état, avec le regard en pierre là-haut. Voilà, donc on va continuer. Après l'étang des Nuées, un bel endroit de pique-nique que certains connaissent. Et puis on arrive en zone urbaine. Alors, en zone urbaine, on arrive encore à deviner le passage de l'aqueduc. Par exemple, à Trappes, il y a un grand mail, un grand môle, une coulée verte, hein, où voilà, si on se balade avec l'outil adéquat, on lève les... Alors là, c'est plus des regards en pierre, hein, ça a été remis, ça a été rénové. Mais bon, voilà ce qu'on trouve si on voit l'aqueduc qui passe en dessous. Et puis, voilà, on s'amuse comme des petits fous à essayer de découvrir. Alors, il y en a qui sont ouverts, il faut faire attention. Et puis, bon, on ne va pas trop loin quand même, hein. On ne fait pas 2 km comme les petits fous de tout à l'heure. Voilà, alors donc, voilà ici, j'ai reporté toutes les traces GPX de toutes les rigoles que j'ai pu récupérer. Et donc ici, l'étang de Trappes-Saint-Quentin, de Saclay et les étangs de Hollande. Et vous voyez que les ingénieurs, ceux qui nivelaient le terrain à l'époque, ils n'avaient pas géoportail. Et vous voyez quand même que le travail était bien fait, hein, puisque ce que vous voyez en vert clair, ce sont les bassins, ce sont les rivières. Et ce que vous voyez en gris, ce sont les plateaux. Eh bien, ils avaient quand même vraiment trouvé tout ce qu'ils pouvaient, hein. C'est vraiment extraordinaire, tout ce qu'ils ont pu construire pour arriver jusqu'à Versailles. Alors, on n'est pas encore tout à fait à Versailles. On a vu que donc Trappes-Saint-Quentin longeait les Hauts au-dessus de la Bièvre, le plateau de Satory. On a vu que ce qui venait de Saclay devait franchir l'aqueduc de Buc. Il faut encore arriver dans Versailles. Et pour arriver dans Versailles, vous avez donc ce qui vient de Saclay. Alors, la difficulté pour ce qui vient de Saclay, c'est de traverser les 45 mètres à Buc, donc avec l'aqueduc. Après, vous avez des souterrains ici. Alors, effectivement, si on se balade ici, on voit qu'on se trouve en gros à une vingtaine de mètres au-dessus du passage de l'eau, au-dessus de l'aqueduc. Les étangs supérieurs, ils sont un peu plus hauts. Vous voyez, j'ai décalé. Ils sont à 20 mètres au-dessus. Donc, c'est au départ plus facile. Ça, c'est le long du plateau de Satory. Mais ensuite, il faut traverser le plateau de Satory. Donc, pareil, il a fallu construire des regards. Et je ne vais pas expliquer comment on l'a fait. Et là, la difficulté, c'est dans Versailles. On arrive ici au niveau de la gare des Chantiers. On a une dépression ici et il faut remonter, traverser l'avenue de Paris pour remonter aux étangs de Montboron. Donc là, il faudra un siphon, mais c'est un siphon que de 25 mètres de dénivelé, ce qui était plus facile à réaliser que les 45 mètres de Buc. Alors, on arrive à Versailles, ce qui vient de Trappes, ce qui vient de Saclay. Donc, ce qui vient de Trappes, je viens de vous le dire, arrive aux étangs au réservoir de Montboron, et ce qui vient de Saclay arrive directement au réservoir Gobert, tout près de la gare de Versailles-Chantier. On va faire un petit zoom ici. Donc, vous voyez que pour ce qui vient de Saclay, on est tout de suite au bon niveau, hein. Donc, voilà, je zoome encore. Alors, ces étangs Gobert, ils étaient... Donc, vous voyez que la gare SNCF, puis maintenant la gare routière, ont beaucoup empiété sur ces étangs ces réservoirs qui ont quasiment disparu. Voilà la taille à l'époque de ces réservoirs, avec toutes les arrivées d'eau en provenance de Bois-Robert, Trappes et en provenance de Saclay. Et on arrive encore à deviner tout ça. Et simplement, en fait, ils ont été considérablement réduits. Et là, on a gardé un jardin qui rappelle un petit peu ce qu'il y avait à cet endroit-là.
Donc, c'est un jardin qui a été aménagé récemment. C'est assez joli, mais bien sûr, il n'y a plus d'eau. Vous avez à l'entrée des explications qui vous montrent ce qu'il y avait à cet endroit-là. Mais évidemment, tout ça a disparu. Et à la sortie ici, vous avez une place qui vient aussi d'être rénovée, qui est la place des Francines, donc en hommage à cette famille italienne qui a été pionnière dans la construction des premières fontaines. En ce qui concerne, donc ça c'est pour Saclay, en ce qui concerne Trappes, ben voilà, il faut traverser l'avenue de Paris. Donc si vous traversez l'avenue de Paris, vous êtes ici à 132, il faut remonter de 25 mètres pour arriver au réservoir de Montboron. Donc vous avez ici effectivement un petit passage très, très mignon. Vous voyez, ça s'appelle le passage de l'abbé Picard. Et quand vous arrivez en haut, donc les siphons en dessous doivent exister encore. Alors j'ai oublié de dire que tout ce qui venait des étangs de Hollande, des étangs de Trappes et Saint-Quentin a fonctionné, ça je crois que je l'ai dit, jusque dans les années 70, jusqu'à ce qu'on construise la ville nouvelle de Saint-Quentin. Et ce qui venait des étangs de Saclay pour arriver aux étangs Gobert via l'aqueduc de Buc, ça marchait jusque dans les années 1950. Donc, on a quand même des installations qui n'ont pas, évidemment, pas complètement disparu et on voit des traces partout. Donc, voilà, si vous arrivez en haut, voilà ce que vous voyez, hein, les réservoirs de Montboron. Là aussi, rien n'a changé. Voilà ce qu'on voit depuis les réservoirs de Montboron sur le château de Versailles. Et là encore, en fait, c'est le tracé actuel de ces réservoirs. En fait, il n'y en a eu que 2 qui ont été construits. Eh bien, c'est exactement ce qu'on voit maintenant. Vous avez toujours ces 2 bassins ici. Donc, il y en a un je ne sais pas s'il est couvert ou s'il fonctionne qu'à moitié. Et l'autre partie, c'est un complexe sportif. Vous avez une piscine, etc. Mais ça n'a jamais existé. C'était uniquement ces 2 bassins avec l'eau donc qui traverse l'avenue de Paris et qui remonte sur les réservoirs de Montboron. Voilà pour notre environnement, je dirais, pour, je pense, beaucoup d'entre vous qui habitent dans la région. Voilà ce que vous n'avez peut-être jamais vu. Enfin, j'espère que vous êtes passé dans des endroits où vous ne saviez pas que vous étiez si près de ces aqueducs ou que ces étangs avaient été construits, n'étaient pas naturels, ils avaient été construits pour les fontaines de Saclay, de Versailles. Alors, l'histoire n'est pas tout à fait finie. Je vois qu'il y a encore du monde, donc je continue. L'histoire continue avec Louvois, qui avait vraiment des idées de grandeur, et Vauban, qui était donc un ingénieur génial, et Philippe Lahire, qui était mathématicien, physicien, astronome et académicien, qui a pris la succession, la suite de l'abbé Picard. Et là, les nivellements dans la région, un petit peu plus loin, ont montré que à ce niveau-là, ici, vous avez le passage de l'Eure. Et alors, on n'est pas tout à fait aux sources de l'Eure, mais ici, le niveau est à 189. C'est superbe. 189 pour arriver à Versailles à 141. Donc, c'est parfait, on va avoir l'eau courante, il n'y a plus besoin de réservoir. Le problème, c'est que l'Eure, ici, fait un méandre. Alors, voilà le projet, donc, qui prolonge le grand lit de rivière. Le problème, c'est que l'Eure fait un méandre. Ce méandre passe à Chartres et arrive ensuite à Maintenon, puis ensuite pour aller vers la Seine. Et le problème, c'est que le dénivelé, évidemment, diminue et à Maintenon, l'altitude n'est plus que de 100 mètres. Et donc, il y a 2 solutions. Soit on fait tout le tour, et apparemment, ce n'est pas une solution qui a été retenue, soit on traverse, mais il faut faire un aqueduc pour passer au-dessus de Maintenon. Et là, vraiment, maintenant, tout ça l'ensemble fait 80 km. Alors, Lahire, c'est comme Picard avec le projet de la Loire, il est quand même prudent. Et il dit, monsieur de Lahire proposa qu'avant que l'on entreprît des travaux aussi considérables, il était bon qu'il recommençât le nivellement parce qu'il pouvait s'être trompé dans quelque opération ou quelques calculs. Ça, c'est une démarche scientifique. Monsieur de Louvois, impatient de servir le roi selon ses goûts, soutenait à monsieur de Lahire qui ne s'était point trompé. Ça, c'est politique.
Alors, en fait, il ne s'était pas trompé, donc on a pu entreprendre ces travaux. Alors, donc ici, près de la ville du petit village de Pongouin, vous avez une retenue qui s'appelle la retenue de Boisard. C'est encore en excellent état, donc là aussi, c'est une idée de balade qui est intéressante. Et donc, ensuite, il va falloir aller jusqu'à maintenant. Cette partie-là n'a jamais été réalisée parce qu'on va voir qu'on n'a même pas pu traverser l'Eure à Maintenon. Par contre, cette partie-là avait été quasiment terminée jusqu'à l'arrivée à Maintenon, je vais en parler tout à l'heure. Et bon, il ne reste pas grand-chose, mais quand on se promène, là aussi, on arrive à trouver quelques traces. Et ces traces, on les voit aussi quand on s'amuse à lire une carte. Quand vous êtes ici, là, près de ce bois, là, voilà le bois en question. Si vous regardez cette carte, vous voyez qu'ici, là, il y a un petit bois linéaire. On va continuer un petit peu. Et puis là aussi, hein, on voit que, bon, là, il y a un bois, mais là, on voit bien que c'est quelque chose, on se demande ce que ça fait là, ce petit coude ici, puis ces petits bois ici. Eh bien, en fait, c'est les restes du tracé. Hein. Et quand vous vous promenez dans cette région, il y a des endroits, par exemple sur une plaine ici, où il n'y a plus rien, mais il y a des petits bouts de forêt où vous voyez encore des traces d'aqueducs aériens. Et de temps en temps, d'ailleurs, il y a des explications qui vous parlent du canal inachevé de Louis XIV. Voilà un autre exemple ici. Alors là, c'est marqué hein, travaux de Louis XIV. Alors, on va prendre les travaux de Louis XIV, on va continuer. Alors là, il n'y a plus rien. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose. Donc, on a envie de dire que ça va continuer comme ça. Il n'y a plus rien. Et puis là, ça recommence. Et puis alors là, carrément, le bois, il s'appelle le bois des travaux. Donc, vous voyez que ça a laissé des traces. Et donc, voilà, on peut aller se promener ici et voir des petits restes. Et voilà donc le tracé de l'aqueduc. Voilà, donc en gros, il va falloir traverser des petites, pas grand-chose, des petites vallées, là, mais c'est relativement simple. La difficulté, c'est quand on va s'approcher de Maintenon. Donc, ce tracé, en fait, sur cette carte, en fait, c'est effectivement le tracé actuel. Hein. Si je prends une photo d'une vue d'avion, je trouve exactement le tracé de la carte, et donc de la carte de l'époque. Et donc, les difficultés vont commencer ici quand on va approcher Maintenon. Et vous voyez que là, il y a une partie boisée très importante qu'on appelle les terrasses. Alors, on va voir quel était le projet. Alors, le projet, c'était que vous aviez ici, quelque part, là, si je reviens en arrière, vous avez une première vallée à traverser et puis la vallée de l'Eure. Donc, vous avez deux vallées à traverser. La plus profonde, c'est la vallée de l'Eure. Et on va faire un aqueduc qui traverse tout ça, un aqueduc aérien qui traverse tout ça. Alors, vous voyez, par rapport au pont du Gard, là, vraiment, maintenant, c'est de la démesure. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce projet, bon, on a finalement assez vite, on a essayé de le simplifier. Alors, d'abord, je vous montre les dimensions respectives donc, du projet de la traversée de Maintenon et du pont du Gard. Donc, il y a 73 mètres par rapport à 48 mètres. Il y avait même un projet d'avoir une construction à l'intérieur de l'aqueduc, un escalier qui permettait d'aller nettoyer à l'intérieur du viaduc, à l'intérieur de la construction, un escalier pour aller nettoyer l'aqueduc. Tout ça a été complètement démesuré. Et finalement, on va faire plus simple. Au lieu de construire ici l'aqueduc, on va mettre des remblais. Alors en fait, c'est peut-être pas, on va voir que ce n'est pas forcément si simple, parce qu'il va falloir amener de la terre. Bon, c'était encore trop compliqué. Finalement, on va supprimer celui-là. On fera un trou pour laisser passer la petite rivière là, dans l'autre vallée, et on va se limiter à cette construction. Alors, ce trou-là, en fait, il existe encore. Hein, ça s'appelle la Grande Arche. Là aussi, vous pouvez aller vous promener. Vous verrez des restes de ces constructions ici. Finalement, on ne va peut-être pas en remblayer complètement. On va peut-être supprimer une partie de l'aqueduc. On va mettre des siphons. Alors, des siphons un peu moins hauts on espère qu'on a fait des progrès. On espère qu'on va y arriver quand même. Donc, on va mélanger surélévation des aqueducs et siphons. Et puis finalement, voilà ce qui a été fait et voilà ce qui reste. Donc le terrassement n'a jamais été complètement terminé. L'aqueduc de Maintenon, vous le connaissez peut-être, en tout cas je vais vous le montrer, voilà ce qui reste maintenant. Et puis vous avez des traces ici, donc ça c'est la Grande Arche que je vous ai montré tout à l'heure.
Et les siphons, eh ben, on les voit encore. Donc, voilà ici les terrasses. Donc, pour construire ça, vous voyez que pour amener toute cette terre ici, ben, il a fallu la prendre à côté. Donc, si on la prend à côté, on va fabriquer des étangs, des zones marécageuses, des zones complètement insalubres. Et en fait, ça va conduire à, parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé ici, à des milliers de morts à cause des conditions sanitaires horribles. Alors, ces siphons, ben voilà, ce siphon, voilà, il existe encore. Vous voyez ici, si on se balade au-dessus, ben, il faut faire attention. Hein, il y a quand même une petite précaution. Vous avez un grand puits. Voilà ce que vous voyez au travers des grilles ici. Donc, l'idée, évidemment, l'eau, elle ne s'engouffrait pas là-dedans. Hein. Vous aviez à l'intérieur ici des tuyaux en fonte qui arrivaient au bout ici et qui ressortaient ici. Et donc, vous voyez ça aussi. On peut aller se promener par là et par là. Les terrasses, je crois que c'est privé, c'est un petit peu plus difficile. Je n'y suis pas allé depuis un moment, mais c'est encore une balade intéressante. Alors voilà ce qui reste à Maintenon, ben, le premier étage des arcades de Maintenon. Et puis donc, si vous tournez, vous avez aussi le très beau château de Maintenon. C'est aussi une balade très très agréable et un très bel ensemble avec ces jardins à la française qui viennent d'être refaits et l'aqueduc de Maintenon. Donc, en conclusion, pour cet aqueduc, 30 000 hommes, 22 000 soldats, 6 000 hommes meurent de la fièvre pendant une année. Donc, vous voyez le coup, hein, ce n'était pas la guerre, mais c'était quand même horrible. Et on peut se demander d'où venaient les pierres. Alors, les pierres, elles pouvaient venir de très loin, mais on a aussi utilisé les ressources locales. Et quand vous baladez dans Maintenon, vous voyez des fois cette inscription, le canal Louis XIV. Alors, vous pouvez penser que le canal Louis XIV, c'est l'aqueduc de Maintenon. Non, le canal Louis XIV, vous voyez ici, hop, canal Louis XIV. Qu'est-ce que c'est que ce canal Louis XIV? Ce n'est pas l'aqueduc. En fait, ici, c'est une petite rivière, la Drouette, qui a été canalisée pour qu'on puisse transporter des pierres sur cette rivière canalisée. L'idée, c'était d'aller chercher du grès à Drou-sur-Douette et de Lachaud à Galardon. Vous voyez, alors si vous regardez, là je ne suis pas allé trop me promener par là, mais si vous promenez à Galardon, vous voyez qu'il y a encore le canal, la Drouette est canalisée et vous avez le canal Louis XIV. Et par exemple ici, une zone qui s'appelle les Graviers Blancs, je pense que la chaux devait venir certainement de cette colline-là. Et il y avait un problème, c'est qu'il y avait la Voise ici, l'autre rivière, n'amenait pas assez d'eau. Donc il fallait ici construire un petit canal ici qui prenait de l'eau de l'Eure pour l'amener à Galardon pour alimenter la Voise. Donc, vous voyez, tout ça a été, comme certains aiment dire, un grand chantier, un très, très grand chantier qui, en fait, n'a jamais été terminé parce qu'en 1688, il y a eu la guerre avec toute l'Europe. En fait, 1685, un tout petit peu d'histoire, c'est la révocation de l'édit de Nantes, donc c'est-à-dire que Louis XIV vire tous les protestants de la France qui vont aller se réfugier dans d'autres pays qui sont déjà protestants, donc qui vont se liguer contre Louis XIV. Et le drame de cette révocation de l'édit de Nantes, c'est une guerre qui a duré une dizaine d'années. Et évidemment, il n'y avait plus de soldats, il n'y avait plus d'argent, donc il n'était pas question de continuer les travaux. Et donc, comme dit Saint-Simon, la guerre enfin interrompit les travaux en 1688 sans qu'ils aient été repris depuis. Il n'en est resté que d'informes monuments qui éterniseront cette cruelle folie. Il faut quand même bien conclure comme ça. Et donc, voilà, on en arrive presque à la fin, l'épilogue. Alors, tous ces travaux qui ont vraiment utilisé de la main-d'œuvre, de la chair humaine, d'un certain point de vue, c'est quand même horrible. Bon, il fallait peut-être mieux faire ça que de faire la guerre, mais c'était quand même assez terrible. Évidemment, ce qu'il en reste est extraordinaire. Voilà une vue du château de Versailles. Alors, vous voyez, ça, c'est une vue qui a été prise avant la pandémie. Parce que si vous regardez ici, vous voyez la queue qu'il y a pour la file d'attente pour rentrer dans le château. Et évidemment, de ce point de vue, Louis XIV avait raison. C'était une création mondialement reconnue et
est une merveille reconnue mondialement. Vous voyez les réservoirs ici. Voilà, donc je vais terminer avec le générique de fin. Donc voilà les acteurs dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est les rôles principaux. Mais vous aviez plus de 40 000 figurants. Donc des ouvriers, des militaires. Et pour terminer avec Saint-Simon, qui pourra dire l'or et les hommes que la tentative obstinée en coûta pendant plusieurs années, jusque-là qu'il fut défendu d'y parler des malades et surtout des morts, on cachait tout ça, que le rude travail et plus encore l'exhalaison de tant de terre remuée tuait. Donc voilà, tout ça est quand même, évidemment, maintenant, voilà ce qu'il en reste. Donc nous, ce qu'on peut retenir, c'est des promenades très agréables. Et donc je vais terminer avec cette vue et je vous engage à aller vous promener dans la région pour découvrir certainement encore des petites choses par-ci par-là, des choses un petit peu insoupçonnées à découvrir vous-même. Moi, il y a des choses que je pense, j'ai pas redécouvert, je suis pas un archéologue, mais qu'on a plaisir à redécouvrir nous-mêmes. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes balades dans la région. Et puis évidemment, il faut finir par aller voir les grandes eaux de Versailles, parce que c'est quand même, le résultat est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc c'est fini. Je vois que vous êtes encore tous là, donc je vous remercie pour votre patience. Et puis, voilà, j'ai parlé tout seul, je ne vous ai pas vu, j'ai vu qu'il y avait peut-être une conversation que je n'ai pas osé ouvrir parce que je n'arrivais pas forcément à tout faire à la fois. Donc, maintenant, je vais vous laisser parler si vous avez des questions. N'ouvrez pas tous les micros à la fois. Je peux essayer de gérer s'il y a des mains qui se lèvent ou si, voilà. Mais donc, allez-y, si vous avez des commentaires ou des questions, ça me ferait plaisir d'échanger parce que ça fait 1h15 que je parle tout seul. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Bon, alors je vois des claps, mais je ne vois pas beaucoup de questions. Oui. Alors moi j'attends, j'arrive. Bravo Gilles. Alors essayez de parler un à la fois. Si vous voyez quelqu'un qui commence à parler, les autres se taisent. Et, Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles, merci. Tu m'entends là Gilles? Oui. Voilà. Moi la question que je voudrais te poser, c'est maintenant, en conclusion, aujourd'hui, quand il y a les fontaines de Versailles, l'eau vient d'où? Alors, donc, je vais peut-être repasser. Alors, attendez, je vais remettre l'écran d'une autre façon. Je peux essayer de revenir assez facilement. Donc, on va prendre l'arrivée sur Versailles. Voilà. Donc, l'eau vient d'où? Donc, elle ne vient plus de Marly. Elle ne vient plus de Trappes. Elle ne vient plus de Saclay. Donc, c'est purement local. Simplement, donc, on revient finalement à l'époque de Louis XIV, mais donc là, il n'y a pas les temps de Clagny. Les réserves locales, c'est les réservoirs de Montboron. Les deux réservoirs qui se trouvent tout près du château, quand vous passez dans cette rue ici, vous voyez, ah non, vous ne voyez pas le, attendez, là vous voyez le curseur? Oui. Quand vous passez ici dans cette rue, vous avez un énorme mur et la rue s'appelle la rue des réservoirs, je vous les ai montrés tout à l'heure par le haut. Donc vous avez ces deux réservoirs et vous avez les réservoirs sous terre qui alimentent la partie basse. Donc quand vous arrivez pour les grandes eaux, tout ça est plein et va se vider en quelques heures. Je ne sais pas, un samedi après-midi, ça doit être 2-3 heures. Et tout ça va se vider dans le Grand Canal. Et simplement, ce qu'on sait faire maintenant, c'est qu'en souterrain, je pense que la plupart des souterrains sont d'époque, je vous l'ai montré, ils sont bien entretenus. Je crois qu'ici, là, j'ai essayé de tracer, alors j'en suis pas très sûr, alors j'aimerais bien me balader dans Versailles pour aller soulever des regards dans l'avenue de Paris, mais bon, il faut peut-être que je fasse attention quand même. Mais tout ça passe
tout ça existe encore. Donc, essentiellement, on remonte l'eau avec des pompes électriques jusqu'à Montboron. Et j'ai entendu que certaines années, quand il fait très sec, à force de remonter l'eau en circuit fermé, ça ne sent pas très bon. D'accord. Alors, je crois qu'il y a eu des progrès de fait parce que les grandes eaux, autrefois, c'était que le samedi et le dimanche. Maintenant, c'est quasiment, il y en a aussi en semaine pendant l'été. Donc, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais essentiellement, c'est en circuit fermé avec de l'eau de la région. Déjà, il y a l'eau qui alimente Versailles, hein, mais ça, c'est de l'eau propre, mais qui vient de nappes phréatiques qui se trouvent plutôt au nord, là, pas très loin de Marly. D'ailleurs, quand on a créé la machine de Marly, il y avait aussi un problème, ce n'était pas uniquement les fontaines, c'est qu'il fallait alimenter en eau la nouvelle ville de Versailles qui se construisait autour du château. Donc voilà, finalement, le grand bassin, le grand canal suffit avec l'alimentation des pluies, et voilà. Mais en gros, c'est en circuit fermé. D'accord. C'est l'exploitation des machines électriques, pas des moteurs. Oui. Pour refaire tourner. Modèle d'électricité. Ah, tu vois, Dominique, il y a de l'électricité. Comment? Je dis parce que Dominique disait qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais oui, si, à la fin de l'histoire, il y a l'électricité. Maintenant, il y a l'électricité. Alors, il y a une chose maintenant, mais pas avant. J'aimerais bien faire une fois, c'est aller à Montboron, un jour de grandes eaux, et voir baisser le niveau le niveau du bassin. Voilà. Bon. Ok. Merci, Gilles. Bonsoir, Gilles, Jean-Pascal. Merci pour la conférence, très intéressante. J'avais une question. Moi, j'ai habité Versailles pendant 20 ans. La pièce d'eau des Suisses, c'est un lac, c'est une pièce artificielle. Et ça avait alimenté les bassins aussi? Non, parce qu'en fait, la pièce d'eau des Suisses, elle est en contrebas. Hein. Vous connaissez peut-être le grand escalier autour de... Voilà, là, vous avez l'orangerie qui se trouve ici. Hein, le grand escalier qui descend de part et d'autre de l'orangerie. Et donc, la terrasse du château, c'est 140, et la pièce d'eau, je crois que c'est 120 mètres à peu près. Donc, ça n'alimente pas le château. Donc, elle est là simplement pour l'agrément. Quand l'eau venait de la Bièvre, donc quand elle passait depuis les moulins de la Bièvre, elle passait sur le plateau de Satory, elle arrivait par là, et donc là, c'est 120 mètres, et elle remontait ici, jusque-là, mais la pièce d'eau des Suisses n'était pas une réserve, simplement, donc l'eau passait à côté, mais ça n'était pas une réserve. Donc, c'est une eau dormante, hein, j'imagine qu'elle est seulement alimentée par les précipitations. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'il existe encore une canalisation quelque part par là qui relie. Ici, il y a un château d'eau aussi, j'en ai pas parlé, qui est en rénovation actuellement, ici, dans le virage, là. Actuellement, c'est le bureau des fontaines du château. Et ici, il y a aussi un château d'eau. Et il y a un projet, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'ADER, l'Association de défense des étangs et des rigoles, qui voudrait donc non seulement s'occupe de suivre l'entretien des rigoles, voudrait ramener l'eau à Versailles, alors partiellement, en tout cas réutiliser le circuit jusqu'à Buc, l'aqueduc de Buc. Et alors maintenant, les étangs Gobert ont été remplacés par aménagés, etc. Donc, il n'est plus possible de les remplir. Mais je crois qu'il y a un projet qui est viable, qui est à partir d'ici, d'amener l'eau jusqu'à la pièce d'eau des Suisses et de remonter jusqu'au château. Voilà, c'est le but de cette association. Merci. Oui, Gilles, c'est Alain Triou à l'appareil. Salut Alain. Magnifique, très intéressant. Mais quand même, je trouve que Colbert, en 1669, qui avait eu la commande de l'état des lieux des forêts françaises commandée par Louis XIV,
avait quand même commandé pas mal de choses concernant des économies sur la gestion forestière, c'était complètement à l'encontre de ce que voulait le roi pour lui-même. Je trouve qu'il y a quand même une certaine, disons, un certain favoritisme vis-à-vis du roi, bien entendu. Oui, Ça ne va pas très bien ensemble. Alors, la question d'Alain, mon beau-frère, qui est forestier. Donc, effectivement, Colbert devait satisfaire, je dirais, était un peu écartelé entre les différentes Absolument. demandes du roi. Et c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a réussi. Alors, il ne faisait pas tout. Hein, pour tout ça, il avait en particulier l'aide de Charles Perrault, et puis d'autres, hein, j'imagine. Mais bon, tu as vu la liste de ses fonctions, et il devait être occupé de tout ça. Et donc, je crois qu'il a réussi il a eu un rôle assez positif, justement, pour l'entretien des grandes forêts, y compris dans l'intention d'avoir du bois pour faire les bateaux. Il a beaucoup attiré l'attention du roi sur l'importance d'avoir une marine importante. Il a attiré l'attention du roi sur le commerce international. Donc, effectivement, il était un petit peu partout à la fois. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ouais. Ouais. Bien, en tout cas, bravo, bravo, bravo. Merci. Oui, une petite question, c'est Alain. J'imagine qu'à la Révolution, donc tout ça s'est arrêté. Et disons le Versailles moderne, avec les systèmes que tu nous as décrits en réponse à Patricia, quand est-ce que ça a été remis en route? Dès qu'on a eu des moteurs électriques ou... Alors d'abord, il y a eu un épisode assez étonnant, hein, c'est que quand Louis XVI a quitté Versailles en 89, 90, je ne sais plus, la ville est devenue complètement morte. La ville s'est éteinte complètement. La cour et tout ce qui environnait la cour a complètement disparu. Donc après, je ne sais pas très bien l'histoire, comment Versailles s'est redéveloppé, mais effectivement, il y a eu une période assez intéressante. Et alors, en ce qui concerne le château, il y a toute la période du début du 19e siècle où il a été, à la Révolution, les meubles ont disparu, enfin, il a été vidé, le château, hein. Mais enfin, il n'a pas été détruit. Et en fait, je crois que c'est Louis-Philippe qui a le premier pris conscience de l'importance de garder ce patrimoine national. D'abord, c'était d'abord la restauration, hein, puis après Louis-Philippe qui a pris conscience de cette restauration culturelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des musées et à récupérer tout le mobilier. Et donc, voilà, j'en sais pas plus que ça, mais ça. D'accord, merci. Alors, je crois qu'il y a des questions dans la discussion que je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, merci. Alors, as-tu la vidéo de la présentation? Alors, je l'ai. J'espère que l'enregistrement a marché. Je ne suis pas sûr. Bon, on verra ce qu'on en fait, mais bon, puis sinon, je la referai peut-être une fois, je verrai. Moi, j'essaierai de préserver quelque chose. As-tu visité les sous-sols du château? Ben non, c'est mon rêve. Quand la fontaine enfin, c'est mon rêve, faut pas exagérer. Quand la fontaine de Latonne a été rénovée, donc a été complètement démontée, j'étais allé voir plusieurs fois, donc c'était assez impressionnant. Mais je ne me suis jamais baladé dans les sous-sols du château. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas encore trouvé. Alain, tu es là? Tu connaissais quelqu'un qui pouvait peut-être nous... Enfin bon, on verra. Ensuite, Alain. Oui. Ah, pardon. Je suis intéressé pour avoir la trace GPX de la balade VTT. Alors, il y a... j'ai commencé à faire un site web.
je vais vous mettre, là j'ai mis quelques références à la fin, si c'est toujours visible. Alors l'adresse, elle est peut-être un peu à rallonge, je ne sais pas si c'est... voilà, si vous allez... donc voilà un petit peu des références standards hein, sur l'histoire de Versailles. Donc, évidemment, le site du château de Versailles. Donc là, moi, j'ai mis quelques petites choses là sur. Donc, je mettrai peut-être je sais pas, je mettrai peut-être la présentation. Je peux mettre aussi le PDF. Et là, si vous avez là, si vous allez sur ce site-là, Haute-Versailles, gilles1955.free.fr, Haute-Versailles, il y a les traces GPX de toutes les rigoles. C'est peut-être pas complet, hein, mais enfin, il y en a déjà pas mal. Ensuite, la trace VTT. Ben voilà. Une copie, ben voilà, j'essaierai de remettre ça ici. Copie de l'exposé, copie, bon ben voilà. Je vois qu'un coureur demande à quand le défi le long des rigoles et des aqueducs souterrains. Eh bien, figure-toi que ça serait déjà fait s'il n'y avait pas eu le 3e confinement et tout est prêt pour vous amuser. Alors, peux-tu repréciser si tous ces travaux n'étaient que pour alimenter des fontaines et pour alimenter en eau potable? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, effectivement, quand Versailles s'est développé, non seulement il fallait amuser le roi, mais il fallait quand même donner de l'eau potable. Et ça a été... bon, il y a des points là dont je n'ai pas parlé, par exemple, ce qui vient de la machine de Marly et des points de prélèvement qui sont au nord de Versailles. À l'entrée de Versailles, il y a un pavillon qui s'appelle le pavillon des filtres, qui était dédié à filtrer, bon, et qui ne fonctionne plus maintenant, mais maintenant on a des choses plus modernes. Ça me fait penser que je pourrais faire un petit peu de publicité pour une exposition qui a lieu. Je peux, Anne-Marie? Une exposition qui a lieu au lycée Hoche, qui est aussi consacrée à l'eau, alors à l'eau sous toutes ses formes. Vous avez donc le côté un petit peu donc hydraulique là, dont j'ai parlé, mais il y a aussi le côté sanitaire qui est très très bien expliqué. Et donc c'est encore ouvert. Et donc je vous engage à vous renseigner. Qu'est-ce qu'on donne comme indication? Lycée Hoche, musée du lycée Hoche. Voilà, vous cherchez musée du lycée Hoche et il y a une exposition qui est très très intéressante, c'est sur d'autres aspects. Hein. Donc là, ce n'est pas les balades des rigoles et des aqueducs, quoique vous en avez quelques démonstrations, mais vraiment, c'est l'eau sous toutes ses formes. Donc en particulier sur l'alimentation en eau de la ville. N'était-il pas possible de canaliser le plateau nord de Rocancourt? Ben oui, mais il fallait de toute façon faire monter l'eau à Rocancourt. Ah oui, alors faire venir de l'eau ben, je ne sais pas. Il faudrait regarder la carte. Les autres plateaux type Manille-les-Hameaux, alors là, il faudrait revenir sur Géoportail ou revenir sur une carte un petit peu en arrière. Manille-les-Hameaux. Bon. Manille-les-Hameaux, ça doit être par là ou par là. Donc, vous avez un grand bassin versant là, vers la Mauldre. Hein. Donc, si on part de ce côté-là, c'est fini. Donc là, on a exploité à peu près tout ce qu'on pouvait. Hein. Donc, on ne va pas très loin si on va un petit peu plus par là. Donc, je ne sais pas. Bon, bah, la forêt de Marly. En fait, c'est ce qui est marqué au nord de Yvette. Là, il y a deux plateaux, un au nord de Yvette et au nord-ouest de Yvette. Il y a deux plateaux qui n'ont pas l'air d'être canalisés, contrairement au plateau de Saclay. Oui, alors je ne sais pas. Faudrait. Ouais, bah, faut s'amuser sur Géoportail et puis aller voir. Ouais, non, ça, je ne sais pas.
Il est quand même intéressant de constater que tous ces travaux, c'est quand même pour Versailles, d'accord. Parallèlement à ça, tu as parlé du canal des Deux Mers et de M. Pierre-Paul Riquet, qui, lui, avait fait des choses très importantes pour une très grande population dans le sud, et que à la fin, il a bien fallu qu'il mette une grande partie de sa fortune pour pouvoir terminer tout ce qu'il avait fait. Et en plus, après sa mort, un certain monsieur Vauban a fini par faire des petites choses, des petits ajustements pour le canal du Midi. Voilà, alors c'est deux choses très différentes avec des populations très différentes qui sont servies maintenant par l'eau, d'un côté le Roi et de l'autre côté le canal du Midi. Voilà. Oui, tout à fait. Je vois alors d'autres questions. Mariotte, où avez-vous trouvé ces ouvrages? Ce qui est bien maintenant avec Internet, c'est que voilà, on tape quelques mots-clés et on arrive. Bon, une source vraiment très, très riche, c'est la BNF. Hein. Ce que j'ai montré, c'est certainement, j'ai trouvé ça sur le site de la BNF. Et c'est facile de trouver ça. Beaucoup de gens que je connais, ils sont allés récemment. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant maintenant, moi, c'est comme chercher des regards. Hein. Ce qui est aussi fascinant, c'est de faire un petit peu ce travail de recherche bibliographique qu'autrefois, il fallait faire, j'imagine, en allant soi-même à la BNF, en essayant de trouver des... maintenant, on clique 2 ou 3 mots-clés et on arrive à trouver... Moi, j'ai une petite collection d'ouvrages sur la géographie hein, de toute époque. J'ai le traité du nivellement de Picard, j'ai voilà, le traité du nivellement de Picard, j'ai parce que ça a été refait sur papier, j'ai la conduite des eaux de Versailles, des plaines de Saclay à Versailles de Thomas Gobert. Et donc, tout ça, c'est facilement accessible et c'est vraiment intéressant de lire tout ça dans le texte, hein, soi-même, de le redécouvrir soi-même. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres dans la discussion ou d'autres questions? Bon, écoutez, on va arrêter le... Merci bien d'être venu. Et puis... Oui, merci beaucoup, voilà. Gilles. Allez, au revoir tout le monde. Un grand merci. Merci Gilles, merci beaucoup. Je vous laisse vous déconnecter parce que je m'occupe de finaliser l'enregistrement. Donc, je vais vous connecter vous-même. Oui. Bravo.